Bonjour, c'est Steel Comics et aujourd'hui je vous invite à la première partie d'une série de vidéos consacrée à Savage Dragon d'Erik Larsen. Alors Savage Dragon d'Erik Larsen, c'est une série sortie en 92 aux États-Unis, arrivée un petit peu après en France. C'est une série qui est une série fleuve. Aujourd'hui on est à largement plus de 200 épisodes. Je n'ai plus le décompte en tête, mais c'est une série qui continue encore avec il y a eu des changements incroyables en termes de parcours de ce personnage-là, de vie de ce personnage-là. On est quasi dans une saga sur plusieurs, même pas quasi, mais on est sur une saga sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc c'est une série qui a 30 ans, c'est la série que Erik Larsen a lancée lorsque Image a commencé, donc en même temps que Jim Lee a lancé Wildcat, que Todd McFarlane a lancé Spawn, et il est le seul avec McFarlane à avoir continué sa série, mais là où McFarlane à un moment donné s'est un peu retiré du dessin, a gardé un peu la main sur le scénar, lui a continué à faire le scénario, le dessin et l'ancrage. Donc c'est l'œuvre d'une vie, et une œuvre que j'avais déjà eu l'occasion de lire un petit peu à l'époque, que j'ai continué à lire il y a quelques années en version numérique, parce que j'étais toujours un petit peu frustré de ne pas trouver d'édition en dehors des trades, mais qui étaient très durs à collecter, parce que ça fait un paquet de trades pour arriver à voir la série. Et puis sinon il fallait se tourner vers des éditions collectées qui s'appellent Archives, mais qui ne présentaient la série qu'en noir et blanc. Donc c'était quand même assez frustrant, parce que je trouve que la couleur apporte énormément à cette série. Un exemple, parce que pour deux raisons. La première, parce que c'est un univers assez délirant en termes de design de perso, et je trouve que c'est un peu dommage de se priver de la couleur. Et aussi parce que parfois les pages sont quand même assez chargées au niveau de l'ancrage et peuvent perdre un petit peu en lisibilité, et donc je trouvais que c'était quand même mieux d'avoir un support, un comics vraiment colorisé. J'ai eu raison d'attendre, puisque Image a fini par sortir cette magnifique édition Ultimate Collection qui ressemble un peu en termes de gabarit à ce qui a été fait sur Invincible. C'est un beau volume, hein, voilà, qui est très épais. Je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard, sans doute dans les vidéos qui suivent, mais qui propose les épisodes 1 à 5 de la première mini-série, et après 1 à 8 de la série régulière. Et c'est surtout blindé à la fin de tas de bonus. Je vous en parlerai aussi, c'est exceptionnel, je me régale, j'ai pas tout lu encore, mais c'est vraiment un bonheur incroyable de parcourir ces bonus là. Donc voilà, il y a une magnifique intro aussi de Robert Kirkman qui vous fera comprendre que en fait beaucoup des bonnes idées et des bonnes caractéristiques d'Invincible viennent de Savage Dragon, en termes de narration, en termes de façon de traiter le personnage sur plusieurs années, de violence, etc. Donc voilà, il rend à César ce qui appartient à César. Donc là, je vais commencer par vous dire quelques mots en fait sur le style graphique d'Erik Larsen. Je pense que je ferai une seconde vidéo après sur le découpage et la façon dont il arrive à créer différentes formes de narration. Et je pense que aussi je ferai une troisième vidéo aussi pour pas être trop long, pour revenir un petit peu sur les bonus, vous montrer quelques pages et puis quelques mots complémentaires aussi sur la série. Donc déjà le style d'Erik Larsen, si vous l'avez, moi à l'époque je l'avais comme beaucoup de gens, hein, surtout connu sur Spider-Man, où il avait pris la relève de Todd McFarlane. À l'époque, il m'avait fallu quelques numéros pour commencer à comprendre son style et à l'apprécier, pour au final me rendre compte que je l'appréciais plus que celui de McFarlane. J'avais du mal au début parce qu'il avait ce côté un petit peu cartoon, là où McFarlane, pourtant qui a un style très cartoon dans les designs des visages et tout, donnait toujours cette impression d'être un petit peu plus réaliste. Et puis c'est aussi parce que en fait on avait l'impression peut-être à l'époque qu'il essayait de singer un peu le style de McFarlane, alors que c'est surtout qu'il avait des consignes pour essayer de coller à la toile spaghetti à certains points de design tout. Mais c'est vrai que voilà, sa Mary Jane était pas non plus exceptionnelle, même si déjà celle de McFarlane n'était pas top. Ce qui a fait que j'ai commencé un peu à aimer, c'est le fait que son Spider-Man était très mobile, très bon design, et puis ses bad guys aussi étaient, on voyait qu'ils prenaient un certain plaisir à dessiner les bad guys, notamment Dr. Octopus. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à accrocher à la série et voir que finalement son storytelling était plus varié, plus riche, plus dynamique,
Son Spider-Man semblait vraiment mettre des patates incroyables, et c'est ce qu'on va retrouver en fait après dans Savage Dragon au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qui fait qu'avec le temps j'ai appris à apprécier le style d'Erik Larsen? Ben d'abord en fait c'est, quand je vous disais, c'est dessinateur et encreur, et il y a quand même une grande variété dans le style d'ancrage. Alors Savage Dragon, c'est une série, quand on la feuillette, on a un peu l'impression que c'est un peu rushé, quoi. Notamment, par exemple, on voit ici, au niveau de l'ancrage, pas mal de traits, alors le truc très Image Comics de l'époque, hein, beaucoup de hachures pour faire des ombres de pieds, ou pour pas avoir à dessiner totalement les pieds de manière précise. On a beaucoup de hachures sur les visages aussi, pour marquer les pommettes notamment, voilà, comme ici, avec là un petit effet de trame et tout. Et puis on va avoir beaucoup d'effets de texture qui vont être ajoutés, voilà, dans les décombres, des fois sur des murs comme ça en fond. Ça c'était vraiment un truc très classique de l'époque. C'est je balance plein de petits traits pour remplir le fond, pour pas avoir à dessiner du décor, mais en même temps pour le texturer un petit peu. Donc là ça se justifie un petit peu plus dans cette scène, parce qu'on voit que c'est un peu pour jouer sur l'éclairage qui est fait, mais c'est pas non plus du trait qui rend parfaitement le dégradé, mais il y a ce côté ici qui fonctionne bien, parce que la série a une approche un peu, j'allais dire presque réaliste, dans la façon de, alors ce qui est un peu paradoxal parce que c'est un univers bien barré, mais dans la façon de représenter un peu le quotidien, et les environnements notamment. Il y a ce côté un peu, on est dans un univers un peu sale, un peu borderline, un peu décadent. On le voit par exemple souvent, voilà, ces taches d'encre qui sont balancées un petit peu partout pour donner un côté un peu sale. On est dans un comics qui va, par son ancrage, souvent alterner une approche très claire. Vous voyez par exemple cette double page est magnifique, très punchy, très presque Marvel Comics, hein, j'allais dire, en dehors du sang qui gicle, mais avec des personnages en ligne plutôt voilà, un peu cartoon, un peu clair ici, alors effectivement très texturé, mais on a quelque chose qui est quand même très coloré et très pop, quoi. Et à l'inverse, on va aller dans certaines séquences, voilà, beaucoup plus hachurées, beaucoup plus violentes, avec des effets, là ça fait un petit peu presque Marc Silvestri sur Wolverine, mais un ancrage vraiment beaucoup moins abouti, mais qui reste, qui semble vouloir traduire un petit peu le côté chaotique de la scène d'action. Et il y a en permanence cette oscillation, comme si il l'avait à des moments un petit peu speedé, on va dire, au niveau de l'ancrage, et à d'autres un petit peu plus chiadé, mais ça reste quand même cohérent. Ça donne pas l'impression que, comme certains trucs d'Image, où le gars a mis tout l'effort sur une splash page, et le reste à bâcler la suite. Il y a quand même une vraie cohérence, et là par exemple on voit typiquement, il va aller taper un personnage qui s'appelle Arachnid, qui est dans les égouts, et voilà, il y a toutes ces toiles, tous ces effets de texture sale, etc. et tout. Ça fait partie du style, et du coup l'ancrage de Larsen apporte réellement quelque chose et une texture unique à cet univers, là où par exemple, pour continuer la comparaison avec Invincible, Invincible reste une série très propre dans son trait. Moi j'adore hein, graphiquement le boulot de Ryan Otley notamment, mais ça reste très propre. Savage Larsen, c'est presque la même chose, super lapsus, Erik Larsen sur Savage Dragon, donc on peut l'appeler Savage Larsen, a un ancrage qui je trouve s'adapte parfaitement aux situations. Typiquement une scène de dialogue comme ça, c'est propre, pas de surtexturisation des décors, ça reste très clair au niveau des personnages, et dès qu'il va aller chercher un peu la castagne, la violence, le sang, là on revient sur quelque chose beaucoup plus texturé. Là on a ce lancer d'otages qui viennent s'éclater avec du sang qui gicle partout. Voilà, c'est ce qui faisait aussi que je voulais pas prendre les comics en noir et blanc, parce que je me suis dit que non, ça pouvait faire un petit effet pagaille quand j'avais feuilleté un peu des pages, et je trouve que la lecture du coup aurait été plus compliquée. Parce que c'est aussi un autre truc, c'est que son utilisation des pleins et déliés, par exemple dans l'ancrage, pour surligner les formes, les volumes, ou des aplats de noir pour essayer de créer, on va dire, créer un peu de perspective, c'est un peu chaotique. Cette planche-là en noir et blanc, elle n'est pas vraiment évidente à comprendre, parce que l'ancrage du personnage ici est presque
presque le même en fait en termes d'épaisseur de trait que des personnages en fond, et donc on n'a pas cet effet de profondeur, on n'a pas ce qu'auraient fait certains artistes de vraiment épaissir beaucoup plus le trait du personnage au premier plan et affiner au fur et à mesure. On n'a pas non plus, que ce soit ici ou même sur d'autres pages, des jeux avec des aplats noirs qui permettraient de mieux guider l'œil dans la construction. Là on a une espèce d'énergie permanente. Là on voit de multiples détails dans le fond, de destruction et tout, mais qui du coup, en noir et blanc, ne facilite pas la lecture. Et c'est un peu la différence entre des dessinateurs qui ont une formation, alors soit des dessinateurs des années 50-60 qui pouvaient publier en noir et blanc, ou des dessinateurs anglais comme Brian Bolland par exemple, qui ont bossé dans les magazines en noir et blanc, qui avaient cette obligation, Alan Davis aussi par exemple avait fait ça, qui avait cette obligation de savoir bien gérer à l'ancrage les aplats noirs, les postures des personnages, leur rapport avec le décor, parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas aidés par la couleur pour permettre d'apporter plus de lisibilité. Donc Larsen n'est pas, je ne vais pas dire qu'il est vraiment très très bon là-dedans, mais son dessin reste toujours impeccablement lisible. La couleur l'y aide, clairement, mais vous n'êtes pas du tout dans des cases, même dans des pages comme ça, qui sont délirantes, vous n'êtes pas dans des pages qui sont difficiles à lire. Son dessin reste très lisible, il va mettre parfois trop de détails, trop de trucs, mais ça reste parfaitement lisible, donc c'est vraiment un vrai plaisir. J'aurais peut-être dû dire que cette vidéo allait être... je mettrai un petit disclaimer peut-être, attention il y aura des spoilers, parce que si vous ne l'avez pas lu, je pense que j'ai passé des pages avec des petits spoilers, donc il faut que je pense à préciser ça au début de la vidéo. Petite apparition des Tortues Ninja avec un design qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais j'ai trouvé assez rigolo et plutôt en raccord en tout cas avec l'univers de Savage Dragon. C'est très dynamique, ils ont des gueules improbables, des mains démesurées, des pieds démesurés, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Dernière chose sur le style graphique d'Erik Larsen, il y a un côté un peu caricatural, il est vrai, dans les visages notamment, mais ces personnages sont extrêmement expressifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un visage qui se ressemble. On est vraiment... alors, les personnages féminins quand même peuvent parfois un peu avoir certaines caractéristiques communes, mais notamment la bouche, mais on est quand même sur du personnage très expressif, avec certes des expressions un peu exagérées, voire même caricaturales, voire même qui ne sont pas très humaines. Mais moi je pense que ça fait partie du charme aussi de la série. C'est aussi une série dans laquelle la moitié du casting sont des freaks, en fait sont des monstres. Ils sont désignés d'ailleurs sous ce nom-là de Super Freaks. Et du coup, je trouve que ça a une certaine cohérence, que les humains eux-mêmes aient des têtes parfois un peu cheloues, parce que ça, encore une fois, ça participe à cette idée que ce n'est pas une série où tout le monde il est beau, où c'est des mannequins à tous les coins de rue, même si effectivement, il a tendance à surexagérer ses personnages féminins. Et quand je dis surexagérer, c'est surexagéré parce que effectivement, il a un peu des tendances de design que l'on peut aimer ou ne pas aimer. Mais c'est vrai que ces personnages féminins sont assez caricaturaux pour ça. Il y a, on a un peu une série de constantes dans ces personnages féminins. J'essaie de trouver l'apparition du personnage de Dart qui arrive ici. En fait, les constantes chez Larsen, pour l'instant, en tout cas dans les premiers personnages que je vois, c'est des épaules larges chez les femmes, une poitrine plutôt opulente, une toute petite taille ridicule, voire même pas du tout humaine, et puis surtout un costume qui finit, qui est un slip en fait, donc type maillot de bain string. Et il y a beaucoup en tout cas pour l'instant, beaucoup de personnages féminins qui ont ce type de design, y compris, ce qui est un petit peu gênant, un personnage féminin un peu plus jeune. Mais bon voilà, ça c'est un peu le côté un peu limite dans ces personnages féminins. J'aime bien par contre comment il leur dessine les cheveux à chaque fois, il fait des chevelures pas crédibles, mais qui ont du volume, qui ont de l'énergie, donc voilà, ça passe très bien. Voilà, typiquement l'autre type
personnage de Rapture aussi, qui a à peu près le même type de mensuration que le personnage de Dart qu'on voyait avant, et puis ce personnage-là qui est plutôt, là ça devient plus gênant parce que c'est un personnage qui est censé être beaucoup plus jeune, voire mineur, et qui est encore une fois un peu le même type de tenue en bas. Bon, ça c'est un peu le côté un peu moyen dans les designs. J'attends de voir le reste de la série pour voir si ça s'améliore. J'ai le souvenir quand même qu'il y a d'autres persos qui arrivent et qui sont un petit peu mieux designés, mais c'est ce qui pour moi fait aussi l'intérêt de la série, pas ce côté string systématique chez les filles, mais plutôt le côté design qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs et qui est complètement barré. Donc même si par exemple le personnage de Barbaric fait un peu personnage sorti de chez Liefeld, mais même chose, voilà, il a des trucs délirants. Là on a un personnage qui est couvert de gros pustules dégueulasses. Bref, c'est vraiment aussi un des atouts, je trouve, de Savage Dragon, c'est que on a du costume un peu improbable qui évoque à la fois des super-héros un peu classiques, et en même temps les monstres et les adversaires voilà, ont des looks complètement délirants et complètement barrés et exagérés, avec des bases de piquants, d'armes délirantes, de bras cybernétiques, etc. Et ça donne un petit côté, voilà, c'est typiquement ça, des armures, une tête en crâne et tout, ça donne un côté vraiment freaks et vraiment assez unique à la série. Il faut passer ce cap-là. Moi j'avoue qu'à l'époque ça m'avait un peu... je me dis mais c'est quoi ces designs de merde quoi, un peu ringard, tout ça et tout. Et en fait pas du tout, ça fait partie de la tonalité de la série et il faut le voir comme tel. Et je pense que voilà, une fois qu'on est immergé dans cet univers, bah c'est très bien. Et finalement Kirkman dans Invincible a un peu gardé ça avec des designs de persos complètement improbables. Et au bout d'un moment, bah voilà, ça passe très très bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur le style de dessin d'Erik Larsen. Effectivement, un petit côté un peu caricatural, un peu rushé des fois, des designs qui peuvent paraître un peu naze ou vraiment pas forcément trop recherchés, mais ça fait partie du charme de la série. Il y a une grande diversité dans l'ancrage, dans les traits, dans les ambiances. Il y a une anatomie qui peut paraître complètement barrée à des moments, mais qui reste toujours très crédible. Et puis une vraie expressivité des personnages qui fait que toutes les scènes d'action et toutes les scènes d'émotion qu'on va avoir, parce qu'il y en a dans la série, sont toujours très très bien rendues. Voilà pour cette première partie, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie sur Savage Dragon, pour parler cette fois-ci du découpage et du storytelling assez exceptionnel de Savage Dragon. Merci de me suivre sur cette chaîne, je vous donne rendez-vous très très vite. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire justement si vous lisez Savage Dragon, si vous avez envie de vous procurer cette édition, si ça vous tente, ou si vous êtes un lecteur de longue date et que vous pouvez m'en dire plus sur ce que vous aimez sur la série. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour la deuxième partie de mon analyse du style graphique d'Erik Larsen sur Savage Dragon. A très bientôt, ciao.